Le blackout du 28 avril 2025 n'est pas un simple incident technique, c'est un avertissement. Le système de crédit social en Chine est une réalité qui semble tout droit sortie d'un roman dystopique. À première vue, il s'agit d'un mécanisme de notation visant à encourager les bons comportements et à pénaliser les mauvais. Concrètement, cela signifie qu'une personne peut voir son score baisser si elle traverse en dehors des passages piétons, si elle critique le gouvernement en ligne, ou même si elle fréquente des individus jugés peu fiables par l'État. Les conséquences d'un mauvais score ne sont pas anodines: interdiction d'acheter des billets de train ou d'avion, impossibilité d'inscrire ses enfants dans certaines écoles, accès restreint à certains emplois. Ce système va bien au-delà d'une simple fiche de solvabilité financière. C'est une tentative d'ingénierie sociale à grande échelle, où l'État cherche à modeler le comportement des citoyens par la surveillance et la récompense ou punition systématique. Ce qui est particulièrement inquiétant, c'est la combinaison de la technologie de surveillance, caméras dotées de reconnaissance faciale, bases de données massives, et de cette logique de notation. C'est comme si chaque aspect de la vie quotidienne pouvait devenir une donnée exploitable pour mesurer ta fiabilité sociale. On n'est plus seulement surveillé, on est activement noté, classé et jugé en temps réel. Ce système pose des questions profondes sur la liberté individuelle, la vie privée et la capacité d'un individu à échapper à une réputation négative une fois qu'elle est inscrite dans le système. Il reflète aussi une tendance plus large, l'utilisation de la technologie non pas pour émanciper, mais pour contrôler. Et même si ce système est officiellement limité à certaines régions pilotes ou secteurs spécifiques, la trajectoire générale inquiète. Quand on regarde cela de l'extérieur, on se demande, est-ce que ce genre de mécanisme pourrait un jour se diffuser ailleurs, sous d'autres formes? Est-ce qu'on ne voit pas déjà, dans certaines politiques de notation ou d'algorithmes de recommandation, les prémices d'un contrôle plus subtil mais tout aussi omniprésent? La technologie des deepfakes et la prolifération des logiciels capables de reproduire parfaitement la voix d'une personne marquent un nouveau tournant inquiétant. Ce n'est plus simplement la manipulation d'images ou de vidéos à des fins humoristiques ou artistiques. On entre dans une ère où l'identité elle-même peut être falsifiée avec une précision troublante. Aujourd'hui, il est possible de générer des vidéos où quelqu'un dit ou fait quelque chose qu'il n'a jamais dit ou fait, de façon presque indiscernable d'une vraie captation. De même, il suffit de quelques minutes d'enregistrement vocal pour entraîner un modèle capable d'imiter une voix au point de berner même les proches. Les implications sont vertigineuses. Au niveau politique, cela ouvre la porte aux campagnes de désinformation massive. Imaginez une vidéo d'un chef d'État déclarant la guerre ou avouant un crime, diffusée avant même que les vérifications puissent être faites. Dans la sphère privée, c'est un cauchemar potentiel: recevoir un appel de ta fille, te suppliant d'envoyer de l'argent en urgence, avec sa voix, ses intonations, ses tics de langage. Ce n'est pas seulement la vérité des images ou des sons qui est menacée, c'est la confiance elle-même. La confiance que ce qu'on voit ou entend correspond à une réalité objective. Quand tout peut être fabriqué, trafiqué, généré, comment distinguer l'authentique du faux? Ce n'est plus seulement une bataille contre la désinformation, mais une crise de la perception elle-même. Et ce qui est particulièrement dystopique, c'est que ces outils sont de plus en plus accessibles. Ce n'est pas réservé à des laboratoires de recherche ou à des studios coûteux. Il suffit d'un ordinateur portable et d'une connexion Internet. Le pouvoir de manipuler le réel, autrefois limité à des élites ou des institutions, est désormais entre toutes les mains. Face à ça, on parle souvent de solutions technologiques, des détecteurs de deepfake, des filigranes numériques, des vérifications d'authenticité. Mais il y a un paradoxe cruel: plus la technologie progresse pour falsifier, plus elle doit progresser pour détecter la falsification. Une course sans fin, où l'on se demande si l'humain ne finira pas dépassé. Ils appellent ça la ville de 15 minutes. Une ville où tout est accessible à pied ou à vélo en un quart d'heure. Travail, école, hôpital, commerce, loisirs. Plus besoin de voiture. Plus besoin de longs trajets. Un rêve d'urbanisme écologique,
efficace, humain. Ce modèle est déjà expérimenté dans plusieurs grandes villes. Paris, Barcelone, Portland. Des quartiers se ferment aux voitures. Des axes sont redessinés. Des barrières physiques et numériques apparaissent pour limiter la circulation entre zones. Pour réduire la pollution, pour apaiser le trafic, pour relocaliser la vie de quartier, disent les élus. Mais derrière ce discours séduisant, une autre réalité se profile. Car ces zones, accessibles, deviennent aussi des zones contrôlées. Tu ne peux plus circuler librement d'un quartier à l'autre sans justification, un pass, une autorisation, une limite hebdomadaire de trajet motorisé. Des caméras de lecture de plaques enregistrent chaque déplacement. Des amendes tombent automatiquement si tu franchis trop souvent certaines limites. Et soudain, ce n'est plus un espace ouvert. C'est un espace segmenté. Chaque zone devient un petit îlot où tu es censé rester. Bouger trop souvent entre les zones est vu comme un écart. Une entorse à l'optimisation. Un comportement à décourager. Aujourd'hui déjà, ces restrictions existent dans certains quartiers de Londres, Oxford, Milan. Des zones à trafic limité où il faut payer ou obtenir une dérogation pour entrer. Des systèmes automatiques qui enregistrent tes passages et génèrent des pénalités. Ce n'est pas de la science-fiction. C'est une réalité en expansion. Et demain, ces quartiers deviennent aussi des espaces économiques cloisonnés. Le boulanger du coin, l'école du coin, le médecin du coin, tout devient imposé par la proximité. Plus de liberté de choisir ailleurs. Pas besoin d'aller plus loin, disent-ils. Tu as déjà tout ce qu'il te faut ici. Mais si ce qu'il te faut n'est pas là? Si tu veux autre chose? Si tu veux voir plus grand, aller plus loin? Le système te répond, reste dans ta zone. Petit à petit, ce qui était vendu comme une solution écologique devient une gestion des mouvements, une limitation des mobilités, une surveillance douce. Pas par la force, mais par des barrières invisibles, des incitations financières, des pénalités automatiques. Et la ville de 15 minutes, conçue pour rapprocher les habitants de leurs besoins, devient un outil pour les maintenir à leur place. J'ai perdu ma carte d'identité. Je suis allé au bureau administratif pour en refaire une, mais là-bas, ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas m'en délivrer une nouvelle, parce qu'il n'y avait aucune trace de moi dans leur registre en ligne. À cet instant, j'ai ressenti une panique profonde. Pendant des semaines, je suis resté sans papier, le temps qu'ils corrigent l'erreur. C'était comme si, d'un seul coup, j'avais cessé d'exister. Et tout ça à cause d'un bug informatique. Ce genre de situation illustre un des risques les plus sournois de la numérisation totale de nos identités. Tant qu'il existe des documents physiques, des copies papier, des alternatives, on garde une certaine marge de sécurité. Mais dès que notre existence légale, nos droits, nos preuves d'identité reposent exclusivement sur des bases de données informatiques, on devient vulnérable à l'erreur, au bug, ou pire, à la manipulation. Ce n'était qu'un bug. Mais si ce bug avait été intentionnel? Si un fonctionnaire malveillant, ou un acteur étatique, avait voulu effacer une identité? Ce n'est pas de la science-fiction, dans certains régimes autoritaires, la disparition administrative est une réalité. Plus besoin d'enlever physiquement quelqu'un si on peut simplement le faire disparaître des registres. Ce qui est effrayant, c'est aussi notre dépendance. Sans pièce d'identité, tu n'existes plus dans les yeux de l'administration, impossible d'accéder à tes droits, de prouver ton statut, d'ouvrir un compte bancaire, de voyager, parfois même de te loger ou de travailler. Ton existence civile repose sur un ensemble de chiffres et de registres dont tu n'as ni l'accès, ni le contrôle. Cette expérience révèle la fragilité de ce qu'on prend pour acquis. Un clic, une erreur de saisie, un fichier corrompu, et tout ce qui prouve ton appartenance à la société peut s'effacer. Le fait qu'il y ait aujourd'hui des dispositifs d'écoute dans presque chaque foyer, et littéralement à portée de main de presque chaque individu, est une autre facette d'une réalité de plus en plus dystopique. On parle bien sûr des enceintes connectées,
des assistants vocaux, des téléphones portables, des montres intelligentes, et même de certains téléviseurs ou appareils électroménagers qui embarquent des micros pour votre confort. Ce qui est troublant, c'est à quel point cette intrusion s'est faite en douceur, sous couvert de praticité. Dis Siri, allume la lumière. Ok Google, joue ma playlist. C'est simple, rapide, pratique, mais c'est aussi une porte d'entrée vers une écoute permanente. Car pour que ces appareils entendent notre commande, ils doivent écouter en permanence. Ils prétendent ne rien enregistrer tant qu'on n'a pas prononcé le mot-clé, mais chaque année, des révélations montrent que ces sons sont parfois stockés, analysés, transmis à des tiers. Ce n'est pas seulement une question de publicité ciblée ou de collecte de données à des fins commerciales. C'est l'idée qu'il existe potentiellement un micro actif près de toi en permanence, souvent relié à des serveurs que tu ne contrôles pas, dont tu ignores les politiques réelles de confidentialité. Et même si toi, tu refuses ces appareils, il suffit que tes amis, tes voisins ou tes lieux de travail en aient pour que tes paroles soient quand même captées. C'est une forme de surveillance diffuse, banalisée, volontaire. On n'a pas imposé des micros d'État dans les maisons comme dans les pires dystopies. On les a rendus désirables, design, amusants. C'est l'une des ironies les plus sombres de notre époque. Nous avons nous-mêmes payé pour installer chez nous les outils d'une écoute permanente. Et au-delà de l'écoute, ces dispositifs forment aussi un maillage d'interfaces prêtes à interagir, à enregistrer, à transmettre. Ils deviennent peu à peu les yeux et les oreilles d'un système plus vaste, dans lequel chaque donnée contribue à dresser un portrait comportemental de plus en plus précis. Je me sens nu, perdu, anxieux sans mon téléphone. J'ai constamment besoin de stimulation, je ne supporte pas d'être seul avec mes pensées trop longtemps. Cette semaine, j'ai passé 40 heures sur mon téléphone, et c'est à peu près ma moyenne. Ce constat est brutal, mais tellement révélateur. On parle souvent de la dépendance aux écrans comme d'un phénomène individuel, une simple, mauvaise habitude. Mais ce n'est pas juste ça. C'est un système conçu pour capter, retenir, recycler notre attention en permanence. Une architecture invisible qui transforme chaque moment de silence, chaque microseconde d'ennui, en un appel irrésistible à scroller, cliquer, consommer. Ce n'est pas nous qui avons échoué à résister, c'est un environnement numérique pensé pour être irrésistible. Des couleurs, des notifications, des algorithmes qui repèrent exactement ce qui nous accroche et nous le servent encore et encore. Ce n'est pas une faiblesse personnelle, c'est une capture systématique. Et derrière cette capture, il y a cette angoisse sourde, l'incapacité à rester seul avec soi-même. Dès qu'on coupe le flux, il y a un vide. Une sorte de vertige intérieur. Comme si on avait désappris à exister en dehors des stimulations externes. Comme si le silence devenait insupportable, parce qu'il oblige à se confronter à ses propres pensées, ses propres doutes, ses propres manques. Ce téléphone, ce n'est pas juste un outil, c'est devenu une extension de nous-mêmes. Un doudou numérique, un miroir, une source de validation, un canal permanent de distraction. Et pourtant, il y a cette contradiction permanente, on en a marre, mais on y retourne. On sait que ça nous vide, mais on continue. Parce qu'au fond, c'est devenu l'unique remède à l'ennui, à l'angoisse, à la solitude. Mais qu'est-ce qu'on sacrifie en échange ? Ces 40 heures, ce n'est pas juste du temps d'écran. C'est 40 heures qu'on n'a pas passées à penser profondément, à créer, à regarder le monde, à être pleinement présent. C'est 40 heures fragmentées en micro-moments, absorbées par un flux qui n'a ni début ni fin. Et le plus inquiétant, c'est que ce n'est même pas exceptionnel. C'est devenu la norme. La norme d'un monde où l'attention est la ressource la plus précieuse et la plus exploitée. Regarde autour de toi, les bancs publics disparaissent. Dans certaines villes, ils sont remplacés par des sièges inclinés, inconfortables, anti-SDF. D'autres endroits installent des barrières, des grilles, des pics métalliques sur les rebords de fenêtres, les parcs, les murets. L'espace est encore là, mais il n'est plus accueillant. Peu à peu, chaque coin de la ville semble conçu non pas pour être partagé,
mais pour être monétisées ou contrôlées. Les terrasses envahissent les trottoirs. Les parcs deviennent payants pour certaines activités. Les toilettes publiques ferment ou deviennent payantes. Même l'accès au Wi-Fi dans les lieux publics est soumis à des inscriptions, des pubs, des limites. Et demain, l'idée d'un espace entièrement gratuit, ouvert à tous sans condition, pourrait devenir une rareté. Chaque banc, chaque table, chaque espace de repos serait géré par une marque, sponsorisée, conditionnée à une consommation ou à l'acceptation d'une publicité. Un parc public ? Gratuit pour 1 heure, ensuite, il faut payer ou regarder une pub pour rester. Déjà aujourd'hui, dans certains centres commerciaux ou gares, les prises électriques sont supprimées pour empêcher que les gens s'attardent sans consommer. Certains lieux n'autorisent l'accès au Wi-Fi qu'en échange de données personnelles. On a transformé l'espace public en espace marchand déguisé. Dans cette dystopie silencieuse, tu n'es plus un citoyen dans ta ville. Tu es un client potentiel ou un indésirable. L'espace n'existe plus pour favoriser le lien social, mais pour maximiser le flux, éviter les arrêts prolongés, filtrer ceux qui n'ont rien à dépenser. Et un jour, tu réalises, il n'y a plus nulle part où juste être. S'asseoir sans consommer. Respirer sans devoir une donnée, un achat, une justification. Chaque mètre carré appartient à quelqu'un. Chaque moment doit rapporter à quelqu'un. Le robot Little Dog de Boston Dynamics, il ressemble et marche quasiment comme les chiens robots qu'on voit dans l'épisode Metalhead de Black Mirror. Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas une hyperbole, on est littéralement en train de construire ces machines-là, dans notre monde réel. Au départ, c'est impressionnant. La prouesse technique est indéniable, la stabilité, la capacité d'adaptation à différents terrains, l'autonomie de mouvement. Mais quand on prend un peu de recul, l'image devient immédiatement inquiétante. Ces robots sont conçus pour naviguer dans des environnements difficiles, contourner des obstacles, résister aux chocs. Ce sont, en somme, des machines taillées pour survivre dans des situations où les humains pourraient échouer. Et bien sûr, officiellement, ces robots sont destinés à des usages neutres, voire positifs, logistique, exploration, assistance en zone dangereuse. Mais on sait aussi que Boston Dynamics a des liens avec le secteur militaire. On sait que toute technologie de ce type finit par être envisagée pour des applications de surveillance, de contrôle, de répression. Un robot quadrupède, agile, rapide, équipé de capteurs ou même d'armes légères, ce n'est plus de la science-fiction. C'est déjà en cours d'expérimentation. Ce qui est troublant, c'est à quel point l'esthétique de ces robots, leur allure mécanique, leur absence de visage, leur démarche étrangement vivante, évoquent spontanément l'imaginaire dystopique. Comme si notre inconscient collectif reconnaissait déjà ces formes comme les prémices d'un futur de contrôle, de traque, de domination. Et on en revient toujours à la même logique, on ne questionne plus la finalité. On célèbre l'innovation technique pour elle-même, sans se demander pourquoi, pour qui, contre quoi. On perfectionne ces machines parce qu'on peut, et on verra bien après à quoi elles serviront. Mais si Black Mirror nous a appris quelque chose, c'est que l'avenir n'est pas toujours le produit d'une grande rupture brutale. Parfois, il arrive par petites étapes, par des innovations fascinantes mais ambiguës, par des outils qu'on adopte d'abord par curiosité ou commodité. Jusqu'au jour où on se retourne et qu'on réalise qu'on a construit nous-mêmes les instruments de notre propre surveillance, ou pire. On s'approche d'un futur où les lunettes ou même les lentilles de réalité augmentée deviennent obligatoires. Pas officiellement imposées par la loi, mais par les nécessités du quotidien, elles deviennent la condition d'accès au travail, aux études, aux services publics. Sans elles, tu ne peux littéralement plus voir les informations essentielles, panneaux indicateurs, horaires, prix, même les visages reconnus et identifiés. Au départ, c'est séduisant, des notifications discrètes, des sous-titres automatiques, des rappels intégrés au monde réel. Puis, peu à peu, les publicités s'y sont glissées. Au début, elles étaient non intrusives. Mais aujourd'hui, elles apparaissent directement dans ton champ de vision, impossible à désactiver. Chaque regard analysé, chaque mouvement suivi, chaque hésitation interprétée pour affiner le ciblage publicitaire.
Et ce n'est pas tout. Ces lunettes filtrent aussi ce que tu vois. Certaines choses deviennent floues, invisibles, effacées. Des graffitis contestataires, des visages d'opposants, des pancartes politiques, filtrées comme du bruit visuel. Un monde propre, lisse, aseptisé. Mais ce n'est plus la réalité, c'est une couche manipulée entre toi et le monde. Le plus terrifiant, c'est qu'une fois habitué à ces filtres, tu ne peux plus t'en passer. En les retirant, tu te retrouves perdu, incapable de lire une carte, d'interagir, de reconnaître des symboles. Ce n'est pas juste un outil, c'est devenu une prothèse cognitive. Un filtre idéologique. Une prison invisible. Les tests ADN commerciaux comme 23andMe et toutes les autres entreprises du même genre représentent une autre facette de cette dystopie silencieuse. Officiellement, ils vendent l'accès à nos origines, à nos racines familiales, à notre santé génétique. Mais en réalité, ce qu'ils collectent, ce sont des millions de profils ADN, chacun unique, chacun porteur de données d'une valeur inestimable. Il y a déjà eu des cas où ces bases de données ont été utilisées par les forces de l'ordre pour résoudre des crimes non élucidés. À première vue, on pourrait trouver ça positif, si cela permet d'attraper un meurtrier en fuite depuis des années, pourquoi pas. Mais ce qui est troublant, c'est la méthode. Souvent, ce n'est même pas l'ADN du suspect lui-même, mais celui d'un cousin éloigné qui a fait un test pour s'amuser. À partir de là, on remonte l'arbre généalogique, et la police débarque. Ce n'est plus simplement toi qui acceptes d'être fiché. C'est toute ta lignée génétique qui entre dans le système, même si tes proches n'ont rien signé, rien consenti. C'est un filet invisible qui s'étend à travers les générations. Et derrière les usages policiers, il y a la perspective, bien plus inquiétante, de l'exploitation commerciale. Combien de temps avant que les compagnies d'assurance achètent ou accèdent à ces données? Il suffit qu'un algorithme détecte dans ton ADN un facteur de risque accru pour telle ou telle maladie, et soudain, primes d'assurance multipliées, refus de couverture, exclusion des soins. Officiellement, des lois existent pour limiter l'usage discriminatoire de ces données. Mais les failles sont nombreuses, les exceptions existent, et les frontières entre recherche médicale, intérêt public et profit privé sont de plus en plus floues. Ce qui était vendu comme une exploration ludique ou familiale devient un outil de surveillance biologique, de prédiction comportementale, de segmentation économique. Et au-delà du risque individuel, il y a le risque collectif. Une base de données ADN d'une population entière est une arme potentielle. Entre de mauvaises mains, c'est un outil de contrôle, de sélection, de discrimination systématique. C'est un rêve eugéniste rendu techniquement faisable. Le plus sournois dans tout ça, c'est que la collecte se fait sur la base du volontariat. On paie pour envoyer son ADN. On finance soi-même la constitution d'une base qui pourrait, un jour, se retourner contre nous. Le 28 avril 2025, un événement sans précédent a plongé l'Espagne et le Portugal dans l'obscurité. En quelques secondes, environ 15 gigawatts de production électrique, soit 60% de la demande espagnole, se sont évaporés, provoquant un effondrement du réseau ibérique et affectant également le sud de la France. Les conséquences ont été immédiates et massives, transports paralysés, hôpitaux fonctionnant sur générateurs, communications interrompues, feux de signalisation éteints, distributeurs automatiques hors service. Des millions de personnes se sont retrouvées sans accès à l'électricité, à l'information, au paiement électronique. La radio est redevenue le seul lien avec le monde extérieur. Les causes exactes de cette panne restent incertaines. Les autorités ont évoqué des oscillations de fréquence sur le réseau européen, possiblement liées à une déconnexion brutale entre l'Espagne et la France. Certains experts pointent du doigt la forte dépendance aux énergies renouvelables, qui, bien que cruciales pour la transition énergétique, introduisent une variabilité difficile à gérer sans infrastructure de stabilisation adéquate. Cet incident met en lumière notre dépendance totale à l'électricité. Chaque aspect de notre quotidien, communication, transport, santé, alimentation, repose sur un réseau électrique complexe et interconnecté. Une défaillance,
même brève, suffit à désorganiser l'ensemble de la société. Face à cette réalité, il est impératif de renforcer la résilience de nos infrastructures, d'investir dans des systèmes de stockage d'énergie et de diversifier nos sources d'approvisionnement. Sans cela, la prochaine panne pourrait être encore plus dévastatrice. Le blackout du 28 avril 2025 n'est pas un simple incident technique, c'est un avertissement. Des scientifiques travaillent déjà sur des technologies capables d'enregistrer et de rejouer nos rêves. Ce qui semblait autrefois relever de la science-fiction, capter l'activité cérébrale et la traduire en images interprétables, commence lentement à devenir techniquement envisageable. Pour l'instant, ce sont des résultats flous, des reconstructions approximatives, mais la trajectoire est claire, décoder l'inconscient, rendre visible ce qui, jusqu'ici, n'appartenait qu'à l'espace intime du sommeil. À première vue, l'idée fascine. Pouvoir revoir ses rêves, les partager, les analyser. Explorer les recoins de l'esprit, comprendre ses peurs, ses désirs, ses souvenirs enfouis. Mais très vite, cette fascination glisse vers l'inquiétude. Car si un rêve peut être enregistré, il peut aussi être archivé, stocké, transmis, consulté et donc piraté, surveillé et exploité. Qu'est-ce qui se passerait si cette technologie tombait entre de mauvaises mains? Si un employeur exigeait un enregistrement de vos rêves dans le cadre d'un test de loyauté ou de compatibilité? Si un gouvernement l'utilisait pour repérer les pensées déviantes, les pulsions dangereuses? Si des entreprises l'exploitaient pour sonder directement vos désirs les plus profonds afin de vous vendre encore plus efficacement? Ce serait la frontière ultime franchie, celle de la privauté absolue. Aujourd'hui, on redoute déjà la surveillance de nos données, de nos comportements en ligne, de nos conversations. Mais là, ce serait notre monde intérieur lui-même, notre imaginaire, notre inconscient, qui deviendrait exploitable. Et même sans intention malveillante, il y a quelque chose d'inquiétant dans l'idée de soumettre les rêves à l'œil extérieur. Le rêve est un espace de liberté, d'absurde, de contradiction, où l'on peut être tour à tour victime, bourreau, héros, traître. Que reste-t-il de cette liberté si chaque image, chaque scène, chaque acte onirique devient visible, interprétable, jugé? Plus de commodité. Plus de sécurité. Moins de fraude. Les paiements en espèces ont commencé à disparaître des magasins. Certains commerces ont cessé d'accepter les billets, puis les transports, puis les administrations. Qui a encore besoin d'argent liquide aujourd'hui, disaient les slogans. Puis ce n'était plus une question de choix. C'était devenu un fait. Tu n'avais plus d'alternative, chaque transaction devait passer par des applications, des cartes, des portefeuilles numériques. Chaque centime dépensé laissait une trace. Chaque achat alimentait ton profil. Chaque transfert de fonds était validé, vérifié, consigné. Au début, cela semblait anodin. Mais un jour, tu as voulu payer quelque chose hors réseau. Et on t'a dit non. Transaction refusée. Compte bloqué. Autorisation manquante. Tu as compris, alors, que l'argent n'était plus un outil. C'était une permission. Une permission donnée par d'autres, sous condition. Puis il y a eu les ajustements dynamiques. Les crédits sociaux. Les incitations. Ceux dont le score comportemental était exemplaire recevaient des bonus, des taux préférentiels, des avantages. Ceux qui déviaient des normes, un tweet critique, un comportement jugé asocial, une mauvaise fréquentation, voyaient leur plafond réduit, leurs frais augmentés, leurs droits d'achat restreints. Tu pensais que ton argent t'appartenait. Mais il ne t'appartenait plus. Il était une ligne dans un système que tu ne contrôlais pas. Et ce système pouvait corriger, geler, ajuster. Parfois sans explication. Parfois sans recours. Un jour, tu as voulu aider un ami. Il était en difficulté. Tu as essayé de lui transférer de l'argent. Transaction non autorisée. Risque de soutien à une activité non validée. Tu as voulu retirer en liquide, mais il n'y avait plus de distributeur.
Tu as voulu acheter une carte prépayée, mais elle n'existait plus. Tu as compris qu'il n'y avait plus de marge de manœuvre. Plus d'espace pour l'informel, le spontané, le discret. Et alors, une question glaçante s'est imposée, si chaque acte économique est visible, contrôlé et conditionné, que reste-t-il de ta liberté ? Au début, c'était présenté comme une innovation pratique. Une petite puce implantée sous la peau, entre le pouce et l'index. Plus besoin de clés, de carte bancaire, de badge d'accès. Tu passes ta main, et la porte s'ouvre. Tu approches ton poignet, et le paiement est validé. Rapide. Fluide. Transparent, disait-il. Puis les usages se sont multipliés. Bientôt, cette puce contenait aussi tes informations médicales. Ton dossier de vaccination. Tes antécédents. Tes allergies. Puis ton casier judiciaire. Tes permis. Ton statut social. Chaque mise à jour ajoutait une nouvelle couche. Chaque fonctionnalité facilitait la vie. Un jour, les assurances ont commencé à y accéder directement. Puis les banques. Puis les employeurs. Puis les autorités. Officiellement, tout était encadré. Officieusement, les données circulaient, s'échangeaient, se monnayaient. Ce qui était au départ un outil de confort est devenu un passeport d'identité totale. Et bien sûr, il y a eu les abus. Ceux qui refusaient l'implant étaient d'abord regardés de travers. Puis exclus de certaines fonctions. Puis interdits d'accès à certains lieux. Puis, tout simplement, effacés du système. Si vous n'avez rien à cacher, pourquoi refuser, disait-on. Mais refuser, c'était déjà suspect. Un jour, tu réalises que cette puce n'est pas qu'une clé. C'est aussi une serrure. Qu'elle peut être désactivée à distance. Qu'elle peut restreindre tes mouvements, bloquer tes transactions, invalider tes droits. Et qu'elle t'identifie en permanence. Chaque porte que tu franchis, chaque trajet, chaque paiement, chaque interaction laisse une trace. Un fil invisible qui t'enlace, te cartographie, te réduit à une série de points géolocalisés. Et les dysfonctionnements sont rares, mais terrifiants. Un bug, et tu es bloqué hors de ton appartement. Une erreur de serveur, et tu ne peux plus acheter à manger. Une confusion de bases de données, et te voilà marqué comme « non autorisé », refusé partout. Au départ, tu te disais que c'était pratique. Puis tu te disais que c'était inévitable. Mais un jour, tu comprends que cette puce ne t'a pas donné plus de liberté. Elle l'a simplement redéfinie, une liberté qui ne tient qu'à un signal, qu'à un code binaire, qu'à une autorisation qu'on peut te retirer à tout instant. La modification génétique des bébés, pour leur donner des caractéristiques sur mesure, est déjà en train de devenir réalité. Ce n'est plus de la science-fiction. Des expériences ont déjà été menées, des embryons humains ont déjà été modifiés, et même si la plupart des pays interdisent ces pratiques, la recherche continue, souvent dans des zones grises ou à la marge des réglementations. À la base, l'idée était d'éliminer des maladies génétiques graves. Une intention noble, en apparence. Mais très vite, la frontière entre thérapie et amélioration devient floue. Pourquoi s'arrêter à supprimer une maladie ? Pourquoi ne pas aussi augmenter la résistance physique, la taille, l'intelligence, la beauté ? Si la technologie le permet, si les parents le veulent, si le marché le demande, qui fixera les limites ? Ce futur des « bébés design » pose des questions vertigineuses. À partir du moment où certains peuvent se payer des améliorations génétiques, qu'est-ce que cela signifie pour l'égalité ? On créerait littéralement des lignes de fracture biologique, les enfants optimisés et les autres. Un fossé non plus seulement économique ou culturel, mais inscrit dans les gènes. Et il y a cette idée encore plus troublante, un enfant conçu non pas comme une personne à venir, imprévisible, libre, mais comme un produit façonné selon des critères arbitraires. Un enfant pensé comme une propriété, optimisé pour correspondre aux désirs des parents ou aux normes d'une société. Quelle pression,
Quel poids pèse sur quelqu'un à qui on a ôté le droit même d'être imparfait? Et surtout, qu'est-ce qu'on sacrifie dans ce processus? L'imprévu, l'inattendu, la différence, la diversité naturelle du vivant. En voulant tout contrôler, tout prévoir, tout optimiser, on risque de fabriquer un monde stérile, standardisé, où la moindre erreur devient inacceptable. Comme beaucoup d'innovations technologiques, cette capacité de modifier la vie elle-même n'est pas bonne ou mauvaise en soi. Mais elle ouvre la porte à des dérives dont l'ampleur dépasse l'imagination. Et l'histoire montre que ce qui est techniquement possible finit presque toujours par être tenté, puis normalisé. Dans certaines villes, ça a déjà commencé. Tokyo, Hong Kong, Singapour. Des capsules de 4 à 6 mètres carrés, équipées d'un lit, d'une étagère, d'un écran, parfois d'une minuscule salle d'eau. Pas d'espace pour s'étirer, pour inviter, pour respirer. Juste ce qu'il faut pour dormir et repartir. On les appelle micro-logements, coffres à dormir, pod. Officiellement, une solution au manque d'espace, au prix délirant de l'immobilier. Officieusement, le symptôme d'un monde où le logement n'est plus un droit mais un produit compressible. Et ces capsules se multiplient. Dans les mégapoles, les gratte-ciel s'empilent, chaque étage contenant des rangées identiques de modules, numérotés comme des casiers. Des espaces communs partagés, cuisine collective, sanitaire collectif, salle de détente, de 10 mètres carrés pour 200 résidents. Caméras dans les couloirs. Badge obligatoire pour chaque porte. Ce modèle s'étend déjà. On le vend comme une réponse au futur urbain. Optimisation de l'espace. Réduction de l'empreinte carbone. Accessibilité économique. Mais derrière ces arguments, une autre réalité se dessine, l'acceptation progressive de conditions de vie minimales, normalisées, standardisées. Bientôt, ces capsules deviennent la norme pour toute une génération. Les loyers restent inaccessibles, les salaires stagnent, et ces modules apparaissent comme la seule option. Ce n'est plus un choix temporaire, mais une fatalité. Et pour que l'espace réduit soit vivable, on y ajoute des technologies, un mur entier devient un écran personnalisable. Une lumière artificielle simule un lever et coucher de soleil. Une IA régule température et humidité. On compense l'absence de nature par des vidéos de forêt, l'absence de communauté par un chatbot amical. Peu à peu, la capsule n'est plus un logement. C'est un lieu d'hibernation sociale. Un espace où tu travailles, dors, consommes, seul, connecté mais isolé. Tout est livré à la porte. Tu n'as plus besoin de sortir. Même les services publics deviennent accessibles par interface. Ce modèle existe déjà à petite échelle. Mais il porte en germe un futur où l'espace physique devient un luxe. Où l'intimité est rétrécie au strict minimum. Où l'isolement n'est plus une exception, mais la norme standardisée. Dans certaines régions du monde, l'obligation d'utiliser certaines plateformes officielles a déjà commencé. En Chine, le réseau social WeChat est bien plus qu'une appli, c'est une pièce d'identité numérique, un outil de paiement, un canal de communication officiel. Sans ce réseau, tu ne peux plus effectuer certaines démarches administratives, réserver un billet de train, ou même entrer dans certains bâtiments. Imagine un futur où chaque citoyen serait tenu de posséder un compte sur le réseau social officiel du gouvernement. Un compte unique, lié à ta carte d'identité, où toutes tes interactions sont enregistrées, archivées, notées. Au début, c'est présenté comme un outil pratique. Un seul endroit pour toutes vos démarches. Tu peux y payer tes impôts, consulter tes droits, poser des questions à l'administration. Mais très vite, on attend aussi que tu y publies. Que tu y montres ton engagement citoyen. Que tu y partages les campagnes officielles. Que tu likes, commentes, participes. Puis les absences deviennent suspectes. Ne rien poster depuis trop longtemps. Signalé comme inactif. Ne pas relayer une initiative gouvernementale. Non coopératif. Trop de contenu critique. Risque de radicalisation.
Les employeurs consultent ce compte avant de t'embaucher. Les banques le vérifient avant d'accorder un prêt. Les écoles l'examinent avant d'accepter un enfant. Ce n'est plus un réseau social. C'est un dossier vivant. Et tu ne peux pas le quitter. Supprimer son compte est illégal. Refuser d'interagir, c'est refuser de participer à la société. Même le silence devient une déclaration suspecte. Certains pays expérimentent déjà ces liens entre réseau numérique et citoyenneté, certains projets envisagent des identités numériques centralisées, des passeports biométriques couplés à des profils en ligne. Ce futur n'est pas une rupture, c'est un prolongement. Ils sont littéralement en train de fabriquer des abeilles robots pour remplacer les abeilles naturelles, au cas où celles-ci viendraient à disparaître. Rien que cette phrase résume l'ampleur du problème. Au lieu d'empêcher l'effondrement des écosystèmes, on prépare déjà un pansement technologique, une solution artificielle pour simuler ce que la nature faisait gratuitement, parfaitement, depuis des millions d'années. Les abeilles sont essentielles, sans elles, une grande partie de la pollinisation disparaît, menaçant directement la production alimentaire mondiale. Mais plutôt que d'agir sur les causes profondes de leur déclin, pesticides, destruction des habitats, monoculture, pollution, on finance la recherche pour créer des essaims de drones miniatures capables de polliniser les plantes. À première vue, ça peut sembler ingénieux. Mais en y regardant de plus près, c'est l'incarnation même d'une logique dystopique, celle où on préfère compenser les catastrophes plutôt que les prévenir. Une fuite en avant technologique, où chaque problème créé par l'humain appelle une solution encore plus artificielle, encore plus complexe, encore plus fragile. Ces abeilles robots ne polliniseraient jamais aussi bien, aussi finement, aussi largement que les vraies. Elles nécessiteraient de l'énergie, de la maintenance, des infrastructures. Elles seraient vulnérables au piratage, aux pannes, à l'obsolescence. Ce n'est pas une réparation, c'est un simulacre. Et il y a aussi une question philosophique, quel monde sommes-nous en train de construire si, au lieu de coexister avec le vivant, nous le remplaçons par des copies mécaniques ? Qu'est-ce que cela dit de notre rapport à la nature, si nous la considérons comme un simple service qu'on peut externaliser, mécaniser, reproduire en laboratoire ? Ce projet d'abeille robot est l'image parfaite d'un futur où tout est fonctionnalisé, standardisé, réduit à sa seule utilité pour l'humain. C'est un futur où l'on oublie que la nature n'est pas qu'un fournisseur de services écosystémiques, mais un tissu vivant dont nous faisons partie. Ce n'est plus une idée futuriste ou un scénario hypothétique. C'est déjà là. En Europe, la Commission européenne a déjà autorisé plusieurs insectes comme nouvel aliment, le grillon domestique, le ténébrion meunier, le criquet migrateur. Dans les supermarchés, discrètement, des produits à base de poudre d'insectes apparaissent, biscuits, pâtes, barres protéinées. Souvent, tu ne les remarques même pas. Sur l'étiquette, il est écrit « protéines d'insectes » ou le nom latin au milieu d'une liste d'ingrédients. Les médias martèlent déjà le discours « manger des insectes est bon pour la planète, source de protéines durables, l'alimentation de demain ». Des écoles font goûter des insectes aux enfants dans des ateliers pédagogiques. Des chefs les intègrent à des menus modernes. Pendant ce temps, la viande et les produits animaux traditionnels deviennent de plus en plus chers. Les taxes environnementales se multiplient. Les éleveurs ferment. L'accès à la viande rouge est limité pour raisons de santé publique. Ce n'est pas une interdiction frontale, c'est une disparition économique. Et dans les hautes sphères, les décideurs, les grandes fortunes, ne mangent pas d'insectes. Ils continuent de se nourrir de bœuf wagyu, de fruits de mer rares, de produits artisanaux importés. La viande devient un produit de luxe, réservé à ceux qui peuvent contourner les règles, se payer les taxes, ou cultiver leur propre production hors des circuits réglementés. Pendant que la majorité se voit servir des poudres, des pâtes et des farines éco-responsables, enrichies en protéines d'insectes, une élite continue à consommer la gastronomie traditionnelle. Ce futur n'est pas à venir. Il est déjà amorcé. Les cadres légaux sont déjà en place. Les entreprises de l'agro-industrie investissent massivement dans les fermes d'insectes. Et toi, consommateur,
tu n'as pas voté pour ce choix. On te l'a présenté comme une évidence, une nécessité. Et un jour, tu lèves les yeux vers l'étiquette, tu regardes ton assiette, et tu comprends, ce n'est pas seulement un changement alimentaire. C'est une nouvelle frontière sociale. Ce que tu manges ne te nourrit pas seulement. Ça te classe. Dans certains magasins, ça existe déjà. Des caméras qui analysent ton visage pendant que tu fais tes courses, identifiant si tu sembles heureux, frustré, intéressé. En ligne, les algorithmes traquent ton temps de pause sur une image, la vitesse de ton clic, les émojis que tu utilises. Chaque micro-expression, chaque hésitation devient une donnée. Ce qu'on appelle aujourd'hui analyse des émotions se vend aux entreprises comme un outil marketing. Mais ce n'est qu'un début. Bientôt, ces systèmes ne se contenteront plus de mesurer tes réactions, ils les anticiperont. Au travail, ton employeur recevra un rapport sur ton humeur moyenne de la semaine. Dans les écoles, les professeurs verront des indicateurs sur l'attention ou l'ennui des élèves en temps réel. La frontière entre observation et manipulation s'efface. Si un écran perçoit que tu es triste, il adaptera la publicité pour exploiter cet état, un produit réconfortant, une offre pour te faire plaisir. Si l'algorithme détecte ta colère, il ajustera le ton, les suggestions, le flux de contenu. Non pas pour t'apaiser, mais pour te maintenir engagé. Déjà, sur certaines plateformes, les contenus les plus polarisants, les plus anxiogènes, sont ceux qui retiennent le plus longtemps l'attention. L'émotion devient le carburant de l'économie numérique. Et demain, cette exploitation pourrait ne plus être passive mais active, une interface qui ajuste subtilement la lumière, les sons, les couleurs, pour t'orienter vers l'état émotionnel le plus rentable. Imagine un monde où même tes silences sont interprétés. Où ne pas sourire dans un entretien virtuel déclenche une alerte. Où une baisse d'enthousiasme dans ta voix te coûte une opportunité. Où chaque regard fuyant, chaque soupir, chaque haussement de sourcil alimente un profil émotionnel exploité par des entreprises, des institutions, des assureurs. Ce futur est déjà amorcé. Il avance sous couvert de « mieux vous comprendre, mieux vous servir ». Mais au fond, c'est la transformation de tes émotions en ressources extractibles, en métriques monétisables. Les intelligences artificielles d'apprentissage automatique conçues pour prédire les crimes avant qu'ils ne se produisent, voilà une autre idée qui semble sortie directement d'une dystopie, et pourtant elle est déjà testée dans le monde réel. Des logiciels de predictive policing sont déployés dans plusieurs villes, censés analyser des données passées pour identifier les lieux, les moments ou même les personnes les plus à risque. Sur le papier, ça paraît logique, si on peut repérer les schémas qui mènent à un crime, alors on peut l'empêcher. Mais dans la pratique, ces systèmes ne prédisent pas des crimes. Ils prédisent l'application passée de la loi. Autrement dit, ils reproduisent les biais déjà présents dans les données historiques. Et comme ces données reflètent des décennies de contrôle policier plus fréquents dans certains quartiers, envers certaines populations, l'algorithme en conclut que ces mêmes groupes sont plus susceptibles de commettre des crimes. Résultat, les patrouilles sont redirigées encore et encore vers les mêmes quartiers. Les arrestations se concentrent sur les mêmes groupes. Ce n'est pas la prédiction du crime, c'est l'amplification algorithmique des discriminations déjà existantes. Fun fact, ou plutôt fait inquiétant, beaucoup de ces systèmes ont fini par être abandonnés ou sévèrement critiqués, parce qu'ils tendaient systématiquement vers des conclusions racistes. Pas parce que l'algorithme est raciste, par essence, mais parce qu'il apprend à partir d'un monde inégalitaire. L'IA ne fait que refléter et renforcer les injustices des sociétés humaines. Ce qui est particulièrement dystopique, c'est que l'aura technologique de ces outils leur donne une apparence de neutralité, d'objectivité. Ce n'est pas nous qui décidons, c'est l'algorithme. Une manière commode de dépolitiser les décisions, tout en perpétuant les logiques d'exclusion. Et au fond, ce fantasme d'une prédiction du crime révèle une peur profonde, celle de l'incertitude, de l'imprévisibilité humaine. Plutôt que de traiter les causes sociales du crime, on préfère traquer les signes précurseurs, surveiller, profiler, empêcher en amont. Mais dans ce modèle,
tout le monde devient suspect en puissance. La liberté individuelle se rétrécit, et le filet de surveillance s'étend. On croyait avoir laissé Minority Report au cinéma. Mais à petits pas, on est en train de construire ce futur, non pas pour le fantasme d'un crime parfait, mais pour le fantasme d'un contrôle parfait. En Suisse, la société Sarco a conçu une capsule imprimée en 3D, autorisée pour l'assistance au suicide. Une machine élégante, futuriste, où l'on entre comme dans un cocon. Un bouton, et en quelques minutes, l'oxygène se retire doucement. Pas de douleur. Pas de lutte. Un sommeil paisible, suivi d'une mort rapide. On la vend comme un progrès. Autonomie. Dignité. Contrôle de sa propre faim. L'image est soignée. Pas de lit d'hôpital, pas de machine médicale, pas de tube. Juste un siège design, une vitre panoramique sur un paysage et une promesse, tu choisis quand. Tu choisis comment. Mais derrière cette promesse, une question s'impose. Qu'est-ce que cela dit d'une société où l'on perfectionne les moyens de mourir, pendant qu'on échoue à prendre soin des vivants? Où l'on investit dans l'ingénierie de la mort douce, mais pas dans la prévention de la détresse, la solitude, la souffrance psychique? Déjà, certains imaginent ces capsules comme des solutions efficaces pour les malades incurables, les personnes âgées isolées, les dépressifs chroniques. Un outil d'optimisation des coûts de santé. Une alternative, rapide et propre, à des prises en charge longues, complexes, coûteuses. Et si un jour, ces pods devenaient des installations publiques? Un coin discret d'un hôpital, d'un centre social, d'une rue. Un QR code, une procédure automatisée. Aucun humain impliqué. Pour respecter votre liberté de choix. La frontière est fine entre le droit de mourir et l'encouragement implicite à mourir. Entre l'autonomie réelle et l'abandon. Aujourd'hui, ces capsules existent. Officiellement limitées, encadrées, rares. Mais elles incarnent déjà un glissement, la mort technologisée, standardisée, privatisée. Imagine un monde où chaque employé est noté en temps réel par un système d'évaluation automatisé. Chaque action, chaque pause, chaque seconde d'inactivité est enregistrée, analysée, transformée en un score de productivité. Ce score apparaît sur ton profil interne, visible par tes supérieurs, tes collègues, tes concurrents. Un chiffre unique qui te résume, qui te classe. Au départ, c'était censé être un simple outil d'optimisation. Pour t'aider à t'améliorer. Pour identifier les obstacles. Mais très vite, ce chiffre est devenu une arme. Les promotions ne dépendent plus d'un jugement humain, mais de ton rang dans le tableau de bord. Les licenciements non plus. Ton avenir repose sur des points, des graphiques, des courbes générées par des algorithmes opaques. Chaque minute compte. Prendre quelques secondes de plus aux toilettes? Une alerte. Boire un café sans taper sur ton clavier en même temps? Une baisse de performance. Regarder par la fenêtre pour souffler? Non mesuré. Non productif. Pénalisé. Et puis, ces scores ont commencé à fuir l'entreprise. D'abord partagés entre les départements. Puis entre les entreprises d'un même groupe. Puis avec les assureurs. Puis avec les banques. Un jour, tu réalises que ton score de productivité affecte non seulement ton salaire, mais aussi ta capacité à emprunter, à louer un appartement, à obtenir un visa. Car si tu es peu productif, tu es forcément moins fiable, moins rentable, moins digne de confiance. Ce score devient une extension de ton identité. Une note gravée dans les systèmes. Tu n'es plus une personne, tu es une ligne de code dans un tableau de performance. Certains tentent de tricher, de contourner les algorithmes. Mais les systèmes s'adaptent, détectent les anomalies, punissent les écarts. D'autres craquent, s'épuisent, sombrent. Mais leur score ne diminue pas, il chute. Et ce chiffre devient alors un stigmate, une preuve d'échec gravée à vie. Dans ce monde-là, l'efficacité n'est plus un choix,
c'est une condition de survie. Et le pire, ce n'est pas qu'on t'oblige à performer. C'est qu'on te fait croire que ce chiffre te définit. Que tu n'es rien en dehors de ta productivité. Une application ludique, un système de points, des récompenses pour les bons comportements. Trier tes déchets? Plus 10 points. Signaler une incivilité via l'application? Plus 20 points. Participer à une réunion citoyenne? Plus 50 points. Chaque geste civique te rapprochait d'un badge, d'un statut, d'un avantage. Puis les points ont commencé à compter un peu plus. Certains services n'étaient plus accessibles qu'aux meilleurs contributeurs. Une priorité à la crèche pour les parents bien notés. Des réductions de taxes locales pour les habitants les plus actifs. Une file rapide à l'hôpital réservée aux citoyens exemplaires. Au début, ça ne te dérangeait pas. Après tout, tu faisais déjà ces efforts. Mais un jour, tu as vu ton score baisser. Parce que tu avais posté un commentaire critique en ligne. Parce qu'un voisin t'avait signalé. Parce qu'un algorithme avait interprété tes déplacements comme non essentiels. Et soudain, les portes ont commencé à se fermer. Une demande administrative rejetée. Un prêt refusé. Un entretien annulé. Tu n'étais pas un criminel. Tu n'avais rien fait d'illégal. Mais tu étais devenu non optimal. La gamification avait cessé d'être un jeu. Elle était devenue une mécanique de contrôle, subtile et perverse. Car on ne t'interdisait rien directement. On t'incitait. On te décourageait. On t'orientait. Et tu finissais par t'auto-censurer, t'auto-discipliner, de peur de perdre encore des points. Et surtout, tu vivais dans la peur. La peur de l'erreur. De la mauvaise interprétation. Du mauvais regard. Car chaque geste, chaque parole, chaque omission était potentiellement notée, analysée, comptée. Le plus terrible, c'est que beaucoup trouvaient ça normal. Il suffit de bien se comporter, disaient-ils. Ceux qui perdent des points n'ont qu'à s'améliorer. Comme si la citoyenneté n'était plus un droit inaliénable, mais un score à maintenir, une faveur conditionnelle. Ce n'est plus une rumeur marginale, ni une excentricité de quelques ultra-riches paranoïaques. C'est une tendance massive, concrète, documentée, partout dans le monde, les milliardaires, les PDG des grandes entreprises technologiques, les investisseurs les plus influents construisent ou achètent des bunkers privés. Des abris souterrains de très haut standing, conçus non seulement pour survivre, mais pour vivre longtemps dans l'isolement, dans le confort, dans l'autosuffisance. Ces bunkers ne ressemblent en rien aux abris anti-atomiques rudimentaires des années 60. Ce sont de véritables palais enterrés, dotés de piscines chauffées, de salles de cinéma, de caves à vin, de jardins hydroponiques, de systèmes de filtration de l'air contre les armes biologiques, de panneaux solaires, de générateurs redondants et de réserves alimentaires capables de nourrir des dizaines de personnes pendant plusieurs années. Certaines de ces installations, comme celles commercialisées par Vivo ou Oppidum, coûtent plusieurs dizaines de millions de dollars l'unité et incluent même des systèmes de sécurité autonomes, portes blindées, bunkers dans le bunker, dispositifs anti-intrusion robotisés. Et face à cette ruée vers l'abri, une question de plus en plus glaçante émerge. Qu'est-ce qu'ils savent que nous ignorons? Car ce ne sont pas des personnes ordinaires qui construisent ces refuges, ce sont des individus qui, par leur richesse, leur réseau et leur accès privilégié à l'information, sont en contact direct avec les rapports stratégiques, les projections économiques, climatiques, géopolitiques les plus avancées. Ce sont des hommes et des femmes qui, théoriquement, pourraient mobiliser des ressources pour prévenir l'effondrement, mais qui choisissent plutôt de se préparer à y survivre individuellement, derrière des portes blindées. Pendant que l'on nous invite à faire confiance au système, à participer à la transition énergétique, à réparer la planète, à consommer responsable, eux investissent des fortunes non pas pour réparer, mais pour se retrancher. Pendant que les gouvernements communiquent sur la résilience collective, la solidarité, les réformes progressives, eux parient sur l'échec, sur l'inévitable, sur la fuite privée. Et ce choix n'est pas neutre,
il témoigne, quelque part, d'un renoncement. Un renoncement à l'idée d'un avenir partagé. Un renoncement à l'idée qu'il existera encore un nous. Dans ce futur-là, il y a eux, bien à l'abri, et les autres, dehors. Ce n'est plus seulement une inégalité de richesse ou de statut, c'est une séparation physique, une rupture existentielle entre ceux qui pourront survivre et ceux qui ne pourront même pas frapper à la porte. Et pendant que nous vivons au-dessus, dans un monde où chaque système, alimentaire, énergétique, financier, devient de plus en plus fragile, où chaque crise révèle de nouvelles failles, creuses. Pas des tunnels de secours pour tous. Pas des refuges partagés. Mais des forteresses enterrées, verrouillées, prêtes à se refermer. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.